Bonjour à tous, il est 16 heures. Je vous propose qu'on commence. Le nombre de participants n'augmente plus forcément énormément actuellement. Je vous souhaite la bienvenue dans ce deuxième atelier qui sera centré sur la quatrième mesure qu'on a évoquée tout à l'heure, à savoir l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants. C'est un atelier qui va se dérouler en deux temps. Un premier temps pour présenter les travaux du groupe de travail interministériel qui a été dédié à ce sujet avec Sonia Levert de la DGAFP et Gabriel Touret du ministère des Armées. Et un deuxième temps pour ouvrir de nouvelles perspectives et donner un air frais avec la startup Workello. Pour commencer, oui, comme pour la plénière, vous allez avoir des temps de questions-réponses, donc je vous invite à les poser au fur et à mesure. On aura systématiquement un temps après chacune des interventions. Pour commencer, je vais donner la parole à Sonia Levert et Madame Touret pour nous parler des travaux de co-construction. Sonia Levert est chef de projet interministériel au bureau de la prospective et de la professionnalisation RH de l'expertise européenne et internationale. À la DGAFP, elle est impliquée sur ce chantier interministériel de transformation de la fonction RH et notamment sur le plan d'action sur la fonction recrutement. Euh, Elle a notamment travaillé sur le plan d'action elle a notamment travaillé sur le plan d'action sur le fonction recrutement avec les bureaux métiers de la DGAFP et a assuré la coordination de l'étude prospective des pratiques du secteur privé en France, en Europe et à l'international, et que vous avez sans doute croisé, donc qu'on a évoqué tout à l'heure, puisque ça a donné lieu à la publication du panorama des pratiques inspirantes en matière de transformation de la fonction recrutement et de sa professionnalisation. Gabriel Touret est chef du bureau compétences et mobilité du département carrière et compétences au service des ressources humaines civiles du ministère des Armées depuis juin 2018, après avoir occupé différents postes au ministère des Armées dans le domaine des ressources humaines et dans le domaine du patrimoine. Elle a également une première expérience d'une quinzaine d'années dans le secteur culturel. Voilà. Alors, Est-ce que avant vous de... m'entendez, Sophie? Ah bah, parfait. Voilà. Bon, ben bien, Sonia, oui, parfait, on vous entend. Je vous propose donc de commencer. Très bien. Donc effectivement, oui, la question de la professionnalisation du recrutement mobilise Euh, le bureau de l'expertise européenne et internationale et de la prospective depuis plusieurs mois déjà. Vous l'avez compris, le directeur général l'a expliqué tout à l'heure, il y a un plan d'action et un plan de transformation de cette fonction au recrutement qui se décline en 8 mesures qui est à l'œuvre, dont une mesure qui est dédiée à l'accueil, l'intégration et l'accompagnement des nouveaux collaborateurs. Donc pour ce travaux, et c'est vrai que voilà, cet atelier fait vraiment le lien avec la présentation de l'OCDE assurée par Daniel Mulligan. Voilà, on a pris la mesure des enjeux d'un accueil réussi dans l'administration. Donc avec les ministères qui se sont déclarés intéressés par ce chantier, hein, donc le ministère de la Culture, l'Agriculture, l'Éducation nationale, les Affaires sociales, les ministères économiques et financiers, les services du Premier ministre, et également la plateforme de ressources humaines Auvergne-Rhône-Alpes. Nous avons donc constitué un groupe de travail interministériel et ce groupe est en copilotage avec le ministère des Armées. Donc, vous avez compris, Gabriel Touré va intervenir dans quelques minutes. Donc, on a souhaité d'abord disposer d'un état des lieux des pratiques ministérielles sur le sujet. Et ces enjeux et notre capacité de nous réunir ont été un peu bouleversés par la crise sanitaire. Donc nous avons mené ces travaux en visioconférence depuis le mois de début du mois de mars et nous avons réfléchi à une méthodologie commune de façon à co-construire un socle commun, un socle interministériel commun qui définirait en quelque sorte un dénominateur commun à tous les ministères, parce qu'il y a aussi, on est aussi dans un secteur qui est concurrentiel, où les agents, bien sûr, échangent et se parlent, de façon à pouvoir faire bouger les lignes, de façon à pouvoir améliorer
ces questions d'accueil, d'intégration et d'accompagnement, afin que voilà, ce socle commun, les ministères ensuite puissent se l'approprier et puissent l'enrichir de leurs propres expériences, mais également des spécificités propres à leur écosystème. Alors concrètement, comment cela se matérialise, comment cela se décline? Nous avons donc rédigé avec les ministères volontaires une déclinaison de 10 fiches actions que vous allez pouvoir découvrir sur la diapo suivante, qui seront ensuite, parce que l'idée était bien sûr de répondre aux besoins exprimés par les ministères. Donc ces fiches actions, elles vont être séquencées en 3 phases clés. Donc l'amélioration de l'accueil des nouveaux arrivants, la formalisation d'un véritable dispositif d'intégration des arrivants, et également la volonté de mettre en place une démarche d'accompagnement personnalisé des collaborateurs dès leur arrivée. Et nous avons aussi donc réfléchi avec les ministères à une fiche transversale pour bien identifier l'ensemble des acteurs qui sont impliqués dans ce processus. Voilà, donc le besoin exprimé par les ministères était vraiment un besoin très concret, très pratique, ce qui nous a permis d'aboutir assez rapidement avec eux à l'idée de fiches actions, avec donc des liens qui soient cliquables, avec un état des lieux, aussi des innovations qui sont à l'œuvre dans cette sphère. On pense aux jeux sérieux, par exemple, qui sont développés par différentes structures. Certains projets sont d'ailleurs soutenus par la DGAFP dans le cadre de son fonds d'innovation. Donc on a vraiment essayé de faire un jeu de navette avec les ministères pour essayer de donner à voir ce qui était le plus inspirant dans les différents écosystèmes ministériels. Alors nous en sommes arrivés un petit peu à la dernière phase où ces fiches vont être désormais consolidées par les ministères qui ont voilà, la possibilité d'y mettre une dernière touche avant que ce jeu de fiches action soit mis un petit peu et proposé à la disposition des acteurs RH au sens large du terme, afin que chacun puisse se l'approprier. Alors, je ne vais pas en dire beaucoup plus pour l'instant. Je pense que c'est intéressant aussi qu'on puisse garder un peu de temps pour les questions. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est aussi pour nous la méthodologie et le copilotage que nous avons réalisé avec le ministère des Armées. Ministère qui est particulièrement à la pointe sur ces enjeux d'onboarding. Vous l'avez vu au cours de l'après-midi, les différents ministères qui se sont exprimés ont bien pointé à quel point, dans quelle mesure ces enjeux étaient prégnants et perfectibles encore dans nos sphères RH respectives. Alors, je vais donner la parole à Gabriel, avec qui nous avons travaillé très étroitement, de façon peut-être à aussi incarner ce que je viens de vous expliquer par un retour d'expérience du ministère des Armées sur ces enjeux. Gabriel, si tu veux bien compléter peut-être? Oui, est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'on m'entend bien? J'ai peur qu'on ne m'entende pas. On vous entend, je vous entends en tout cas. Bon, très bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter rapidement le parcours d'intégration des cadres civils qui a été mis en place au ministère des Armées en septembre 2018. Alors, il s'adresse aux cadres civils, à savoir donc essentiellement pour l'instant les cadres de niveau 1 administratif, comprenant donc les nouveaux attachés qui sortent des IRA, mais aussi les anciens militaires qui deviennent attachés par la voie d'un recrutement en interne, et également quelques personnels qui arrivent en détachement ou en mobilité SIGEM. Nous sommes partis d'un constat qu'au sein du ministère des Armées, qui est assez vaste en effectif, vous l'avez entendu tout à l'heure de la bouche de Marc Triglia, on a près de 270 000 personnes, dont 62 000 civils. Donc, un ministère assez vaste, beaucoup d'employeurs différents et des cultures de services qui sont aussi différentes. Donc, on avait constaté que certains d'entre eux avaient des bonnes pratiques
notamment sur les questions d'accompagnement à l'arrivée des nouveaux cadres, notamment avec des systèmes d'accompagnement par des référents. Et notre idée était donc de permettre à tous les nouveaux arrivants d'avoir la même qualité d'accueil dans une temporalité qui soit exactement la même également. Ça se doublait, cette volonté d'avoir une belle qualité d'accueil, d'un désir aussi de mettre en place dès le départ une cohésion entre tous ces nouveaux arrivants qui arrivaient donc en même temps, en général en septembre, chaque année, puisque c'était le rythme jusqu'à cette année 2020 des sorties d'IRA. Donc l'idée de cette cohésion, elle s'exprimait aussi par un accueil donc de tous dans un seul lieu à un même moment, avec une journée d'accueil qui soit rythmée, avec quelques présentations voilà, de l'institution, ce qui est évidemment une nécessité absolue, mais aussi des temps d'échange avec, dès septembre 2018, un escape game et puis des jeux sérieux avec des ateliers qui permettaient à des petits groupes de réfléchir à des problématiques défense et ensuite de faire des restitutions sous forme d'élévateur speech, ou en tout cas de pitch assez rapide. On a demandé aussi à ces attachés qui, en 2018, étaient 113, de se doter d'un nom de promotion, ce qui permet également de montrer, de matérialiser d'une certaine manière cette cohésion qu'on avait souhaité mettre en place et d'amorcer aussi entre eux le développement par des liens interpersonnels, le développement d'un réseau. On le sait tous, hein, le fait d'avoir un réseau professionnel est une grande aide dans le travail au quotidien. Et donc notre idée, c'était dès le départ de leur montrer qu'on prêtait attention également à ce niveau-là. Donc, ce parcours d'intégration des cadres civils, donc que nous on appelle PI2C, hein, on a l'amour des sigles chez nous au ministère des Armées, présente 4 volets qui correspondent en réalité à 4 grandes intentions. Le premier volet, c'est celui de l'accueil. Donc, en première année, lors de cette première année d'affectation, les attachés bénéficient d'une formation initiale à la prise de poste de 15 jours, qui est dispensée au centre de formation de la défense, qui est donc une structure propre aux armées. Donc cette formation initiale avait été rénovée en 2018 pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de redite par rapport à la formation des IRA. Ça avait été une remarque qui nous avait été faite, dont on a tenu compte, bien entendu. Donc ça, c'est le premier temps de cette année d'accueil. Le deuxième temps, c'est une nouveauté qu'on a mise en place également en 2018, qui est un temps d'immersion dans les armées. L'idée, c'était de donner du sens à cet engagement au sein du ministère des Armées, en faisant en sorte que même des cadres dont les fonctions étaient essentiellement des fonctions de soutien puissent s'approcher au plus près des armées, au soutien desquelles ils participent évidemment très activement. Donc, certains ont la chance d'embarquer pour quelques jours sur le porte-avions Charles de Gaulle, d'autres peuvent participer à certaines opérations d'entraînement, ou en tout cas observer des opérations d'entraînement de l'armée de terre, d'autres vont dans des groupements de soutien de bases de défense. Enfin, voilà, il y a beaucoup de déclinaisons de ce temps d'immersion dans les armées. En tout cas, on fait en sorte que chacun d'entre eux puisse avoir cette expérience très rapprochée d'une expérience des armées. Voilà. Troisième volet de ce premier volet d'accueil première année, nous faisons en sorte que non seulement les attachés aient un référent métier, mais qu'ils aient également un référent informel, de manière à pouvoir être accompagnés au plus près et de manière très souple et sans aucun risque d'évaluation, par donc quelqu'un qui pourrait être par exemple un attaché qui serait arrivé une année avant ou 2 années avant. Quelqu'un en tout cas qui est bien en mémoire les difficultés éventuelles qui ont pu avoir été vécues d'une intégration dans une structure aussi complexe que la nôtre. Donc, vous avez 2 accompagnements, 2 référents différents. Un référent métier et un référent informel qui donc a vocation à accompagner de manière vraiment très détendue et dans des conditions qui leur appartiennent ce nouvel arrivant. Nous demandons également à la fin de au cours de cette première année
entre 3 et 6 mois après leur arrivée, un rapport d'étonnement pour pouvoir mesurer les difficultés qui peuvent avoir été les leurs et peut-être aussi voir là où nous avons réussi à bien intégrer pour éventuellement justement reconnaître les bonnes pratiques et les élargir, en tout cas faire en sorte qu'elles soient mieux intégrées par tous les employeurs. Donc ça, c'était ce premier volet pour l'accueil. Deuxième volet, c'est l'accompagnement. Donc cette transition est toute faite avec le rôle des référents. Donc cet accompagnement par un référent au cours de la première année. Et après, tout au long du programme, qui dure 5 ans, et ça j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais c'est le moment de le préciser, tout au long des 5 ans, en tout cas à partir de la deuxième année, ce que nous on appelle la deuxième saison, nous proposons des ateliers de co-développement au cours d'une journée qui est une journée de rassemblement que nous organisons au sein d'un établissement public du ministère. L'année dernière, nous avons accueilli tous nos nouveaux attachés de l'année précédente, arrivés de l'année précédente, au musée de l'Ordre de la Libération. Cette journée, c'est l'occasion de découvrir le co-développement, de profiter des bienfaits de ce dispositif d'intelligence collective, mais également de pouvoir découvrir le ministère sous un autre angle et de découvrir donc des missions qui sont peut-être moins connues, puisqu'on ne le sait pas tellement, mais le ministère, c'est quand même le ministère des Armées, c'est le deuxième opérateur culturel en France après le ministère de la Culture. Pour la troisième saison, pour ceux qui sont arrivés en 2018, nous irons, si les conditions sanitaires nous le permettent, à l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense, qui est l'entité héritière du cinéma aux armées. Donc, vous le voyez, nous avons un accompagnement qui se fait de différentes sortes. Et au travers du co-développement, nous souhaitons également développer les habitudes de travail en intelligence collective. Donc, mettre en place des nouvelles pratiques qui peuvent être suivies tout au long d'une carrière. Après ce deuxième volet d'accompagnement, le troisième, c'est donc la découverte du ministère au travers de ses missions les plus vastes, avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette visite annuelle. Pour l'instant, donc nous avons 2 établissements qui vont accueillir les attachés. Nous en avons évidemment beaucoup d'autres pour les années suivantes. Cela passe du service historique de la Défense qui est au château de Vincennes, qui peut être l'occasion d'une très belle visite également, mais aussi le musée de l'Armée qui est aux Invalides. Enfin, nous avons des choix assez importants pour pouvoir organiser ces journées de rassemblement qui auront lieu donc à partir de la deuxième année jusqu'à la 5e année du dispositif. Outre volet de découverte du ministère et là plus précisément du poste, nous nous sommes adaptés à la réforme des IRA qui, comme vous le savez peut-être, a réduit son temps de formation à quasiment à la moitié en fait, de ce qu'il était précédemment. Donc chaque année, 2 promotions sortent désormais des IRA après une formation de 6 mois, au cours desquelles il n'y a plus de stage désormais. Donc notre idée est de faire en sorte que l'attaché qui arrive en poste puisse découvrir 6 postes parmi son environnement immédiat, 6 postes idéalement d'interlocuteurs réguliers avec lesquels il aura à travailler. Donc c'est un dispositif qu'on appelle, nous, un sous-dispositif qu'on appelle Vie mon poste. Donc 6 postes pour 6 jours de découverte d'un poste particulier pour en comprendre le périmètre et les contraintes de manière à faire en sorte que les échanges par la suite puissent être les plus pragmatiques et réalistes possibles. La découverte du ministère se poursuit avec le 4e volet qui est le volet des formations, avec une formation maison qui est dispensée par l'Institut des hautes études de la Défense nationale, hein, qui est une entité de formation très très reconnue dans le monde de la défense. Et nous proposons donc à ces jeunes attachés de bénéficier au cours de la 3e année suivant leur affectation d'une formation de très haut niveau qui est faite sur le modèle des sessions régionales de cet Institut des hautes études de la Défense nationale. Autre formation qui est intégrée à ce parcours d'intégration des cadres civils, ce sont des formations au management qui sont dispensées par le Centre de formation au management de la Défense, des formations qui sont également d'un niveau très élevé et qui permettent de cranter d'une certaine manière un parcours de formation au management
qui est proposé par cette institution interne au ministère. Nous complétons ce parcours de formation par des formations en recrutement, de manière à faire en sorte que chacun des managers du ministère puisse être un bon recruteur, en tout cas qu'il soit formé pour l'être. Et c'est des formations qui sont dispensées par des conseillers mobilité carrière, dont un des axes d'intervention est le conseil et l'appui au service. Voilà, donc brosser de manière assez rapide ce dispositif de parcours d'intégration des cadres civils qui se déroule sur 5 ans complets. L'ambition était donc d'avoir une qualité d'accueil qui soit la même pour tous, quels que soient les employeurs au sein du ministère. La deuxième ambition, c'était, comme vous l'avez compris, de favoriser la cohésion et de permettre un parcours qui finalement va pouvoir amener ces jeunes attachés au Principalat, puisque chacun d'entre eux, normalement, conditionne au bout de 5 ans pour présenter cet examen professionnel qui leur permet une promotion. Et donc, nous avons ce dispositif qui a maintenant 2 ans d'ancienneté et pour lequel nous continuons à travailler sur la mise en place des différents volets que je viens de vous présenter. Merci. Une question peut-être pour Madame Levert. Est-ce que dans le panorama dédié aux pratiques de recrutement, il est question de l'onboarding? Oui, alors tout à fait. Et pour faire le lien avec ce que disait Gabriel, effectivement, on a commencé à rassembler des éléments préparatoires dès l'année dernière pour pouvoir construire ce plan de transformation de la fonction en recrutement. Donc oui, il a été dans ce panorama qui va être mis en ligne dans les jours qui viennent, il y a une partie entière qui est dédiée au dispositif d'accueil, d'intégration et d'accompagnement des nouveaux collaborateurs. Et je vais vous donner quelques illustrations, peut-être pour vous mettre un petit peu en appétit. Vous allez retrouver des éléments relatifs au parcours d'intégration à la direction générale du Trésor, qui a été évoqué par Monsieur Landour tout à l'heure. C'est un projet qui est soutenu dans le cadre du fonds d'innovation RH. Vous allez retrouver des éléments aussi sur les dispositifs d'onboarding à l'éducation nationale, donc je pense aux poissons pilotes de l'administration centrale, des programmes d'onboarding développés depuis déjà plusieurs années par l'université Paris Diderot, sur lesquels des évaluations qui ont été rassemblées. Peut-être encore une illustration internationale avec ce parcours d'intégration des nouveaux collègues dans le secteur public en Norvège qui s'appelle Good Start. Donc là, vous avez une constellation de retours d'expérience assez inspirants et assez stimulants. Également des retours d'expérience de start-up, je pense à Prêt à pousser par exemple, ou à Workello dont on va entendre la présentation dans quelques minutes. Donc oui, effectivement, de la matière, je pense, pour les acteurs RH que vous êtes. On a également partagé des documents, comme vous le voyez là sur la plateforme, un fonds documentaire sur le recrutement qui est disponible en PDF, et également le numéro de Vision RH de février dernier qui a été largement consacré aussi au recrutement et à l'onboarding. Donc, on commence à avoir de la matière de qualité. On a donc travaillé sur la mise en forme, je reviens aux fiches actions, de façon à structurer, et ça fait écho à ce que nous expliquait Gabriel Touré sur le parcours d'intégration. Voilà, cette déclinaison en 10 fiches, elle a vraiment été co-construite avec les ministères, et on a réussi à dégager un consensus sur la façon dont elle se séquence. Très bien, merci beaucoup. On a une autre question pour Gabriel Touret concernant au-delà du ministère central, de savoir ce qui se passe dans les administrations déconcentrées en termes d'accueil des nouveaux arrivants. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites là-dessus ou un retour que vous pourriez partager? Oui, alors en fait, le dispositif s'adresse à tous les agents qui arrivent, qu'ils soient en service déconcentré ou en administration centrale.
Très bien, merci beaucoup. Et également une question sur le taux de réalisation du programme par les attachés. En fait, quelle est la question précisément? Le taux de réalisation, c'est-à-dire? En fait, savoir sur les 113 attachés, alors la question est très précise, combien ont suivi jusqu'à présent le dispositif? Tous? Je suis Absolument tous, tous. d'accord. Oui, Très bien. oui. Alors, sauf si, et ça peut arriver, hein, certains quittent le ministère pour telle ou telle raison, mais nous, on les suit tout au long de leur parcours. Et nous avons même une communauté de travail sur notre intranet où ils peuvent échanger avec nous pour être en lien en permanence avec eux. Et j'ai oublié de dire aussi, c'est important, que les personnes qui sont ce qu'on appelle, nous, des référents informels, participent également à la prévention des RPS. Et donc, on a une attention très, très soutenue sur les situations particulières, de manière à ce que rien ne puisse s'opposer à ce qu'ils soient heureux dans leur poste. Enfin, heureux en tout cas, satisfaits de leur affectation et de leur mission. Où est-ce qu'on peut trouver éventuellement des exemples de fiches actions? Alors, si vous voulez, on peut vous en montrer une, hein, de façon à ce que ça soit un petit peu matérialisé. Est-ce qu'on peut basculer sur la diapo suivante, de façon à que ce travail interministériel soit peut-être un peu plus incarné? Vous allez voir quel gabarit, en fait, hein, dans quelle trame commune nous avons construit avec les ministères et donc avec la plateforme ressources humaines Auvergne-Rhône-Alpes. Donc après donc cette itération collective, ce travail d'échange sur l'état d'avancement de ces enjeux dans les différents ministères, on a décidé donc de présenter un petit peu les choses de la façon suivante. Donc c'est une trame de fiches qui se décline de la même façon pour tout l'ensemble de ce dispositif. Donc une première catégorie présentation et enjeux de la mesure. Ensuite, on identifie les acteurs, les ressources et outils, donc avec à chaque fois des liens qui sont cliquables de façon à répondre aux besoins exprimés par les ministères d'une réponse concrète et opérationnelle. Donc là, c'est l'exemple de la fiche dédiée à l'amélioration de l'expérience collaborateur. Donc on a créé des rubriques, hein, donc par exemple pour les leviers d'action, hein, donc vous le voyez à l'écran, créer une culture de la confiance, créer une culture de l'amélioration continue, systématiser les enquêtes de baromètre social. On a aussi beaucoup échangé avec les acteurs RH des ministères sur la mise en place du suivi des enquêtes de perception. Qu'est-ce qu'on fait de ces éléments, de ces conclusions? Comment elles servent concrètement à améliorer le dispositif? Et enfin, chaque fiche se termine par donc des points de vigilance. Ça, c'était aussi un élément qui était souligné et souhaité par les ministères, et avec donc pour chaque fiche un ou plusieurs focus sur les pratiques ministérielles qui nous semblaient les plus stimulantes et aussi celles susceptibles d'être démultipliées ou dupliquées dans certains autres écosystèmes. Voilà un petit peu comment cela s'incarne. Tu veux dire un mot, Gabriel, sur le travail sur les fiches, peut-être? Alors moi j'ai été coupée, donc je sais pas si j'ai pas entendu tout ce que tu as dit. J'ai peur de redire ce que tu as déjà dit. Non, c'est des fiches extrêmement pratiques qui ont pour objectif de pouvoir servir de base pour tous ceux qui voudraient s'en inspirer pour mettre en place des actions au sein de leur propre structure. D'où l'idée justement qu'elles soient déclinées de cette manière-là, avec ces rubriques, acteurs, leviers d'action, ressources et points de vigilance. C'était pour nous une manière de effectivement alerter sur certaines zones qui peuvent être un peu des zones d'ombre qu'on voulait mettre. Permet donc de disposer d'une photographie actualisée, en fait, de l'état des pratiques dans les
ministère, et aussi donc d'identifier quelques petites pépites qui fleurissent ici ou là et que nous n'avions pas forcément initialement dans notre radar. Donc voilà un petit peu le travail itératif qui a été mené. Est-ce que vous avez d'autres questions, Sophie, Mathieu? Alors, il reste quelques questions, mais je vois qu'il est 16h30, donc peut-être une question qui se porte sur les agents hors attachés. Est-ce qu'ils sont accueillis selon les... Quelles sont les modalités d'accueil? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oui. Alors, pour l'instant, ce dispositif s'adresse aux attachés. Tout à l'heure, j'entendais Marc Triglia indiquer qu'on allait l'ouvrir à des personnels du même niveau, mais techniques. Donc, nous avons déjà l'ambition de consolider notre dispositif avant de pouvoir en faire bénéficier davantage de personnes. Donc, pour l'instant, c'est uniquement les attachés. Parfait. Je vous propose que nous puissions... Quant au spectre, hein, donc, et au public visé par les fiches interministérielles dont nous avons parlé, elles ne se limitent pas au public des attachés, bien évidemment. Hein. On parle des nouveaux collaborateurs au sens large du terme. Donc, c'est tout à fait inclusif comme démarche. Parfait. Je vois qu'il y a d'autres questions, mais je vous propose qu'on passe à l'intervention d'Adrien Poinat et on pourra y revenir si on a du temps en fin de session. Adrien Poinat, alors là, on a pu avoir une vraie vue de la situation et de l'état de la réflexion au sein des ministères. L'idée de la deuxième intervention, c'est de proposer un regard croisé avec le regard de la start-up Workello, qui est leader européen de la gestion des mobilités de l'arrivée jusqu'au départ des collaborateurs, et Adrien Poinat, qui est responsable des comptes au sein de cette entreprise. Il va partager avec nous des éléments de méthode et surtout des cas d'usage concrets pour vous inspirer, et j'espère que vous apprécierez l'intervention. Bonjour à tous. Bonjour, est-ce que tout le monde me voit bien? Est-ce que tout le monde m'entend? On vous entend, oui. Ok, parfait. Bon, je vous remercie en tout cas pour déjà cette première partie. Sonia Leverde et Gabriel Touré, c'était très intéressant d'en apprendre un peu plus sur justement ces pratiques que vous avez mis en place et tous ces sujets. C'est vrai que nous, l'onboarding, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Donc, je vous remercie à tous ceux qui sont présents ici d'assister à ce webinaire. Juste pour démarrer sur Workello en quelques mots. Workello, donc nous, on est une entreprise en croissance, une entreprise française, une entreprise basée à Paris et qui a été fondée par deux entrepreneurs, un serial entrepreneur qui était plutôt dans l'univers du e-commerce auparavant, donc Alexandre Grenier, et Mathieu Cochet, un polytechnicien qui était issu du secteur du conseil, qui a travaillé pendant presque 7 ans dans le domaine du conseil en stratégie chez Bain & Company. Donc, ils se sont rendus compte ensemble qu'il y avait de plus en plus finalement de mouvements de collaborateurs dans les entreprises, de plus en plus de contrats courts, de contrats de CDI, CDD, freelance qui arrivaient. Et finalement, tous ces sujets amenaient des frictions opérationnelles, des frictions, des impacts financiers. Et c'est de là que finalement Workello est né. Donc, je vous propose qu'on passe à la slide suivante. Alors, je ne sais pas qui est-ce qui a la main sur les slides. Super, merci. Donc, pour démarrer cette prise de parole, j'aimerais qu'on fasse un premier point sur des éléments d'introduction finalement sur le sujet de l'onboarding. Donc, qu'est-ce qu'on entend par l'onboarding? Bien, finalement, on entend l'accueil et l'intégration des nouveaux collaborateurs en entreprise, dans les organisations. Donc, c'est finalement un sujet qui a été théorisé dans les années 80 aux États-Unis et qui a été appliqué majoritairement dans les startups et dans les entreprises du web dans les années 2000 et qui est arrivé assez récemment. Donc, comme vous voyez en bas à droite, vous avez un graphique qui vous présente finalement le taux le volume de mots-clés sur le sujet de onboarding qui ont été recherchés dans Google. Et donc, comme on voit, le sujet est arrivé d'abord aux USA, est arrivé en France plutôt au niveau des années 2010-2012. C'est là que le concept est vraiment arrivé finalement en France.
Actuellement, avec la crise qui est apparue, on a vu apparaître de nouvelles pratiques, notamment liées à l'onboarding. On parle aujourd'hui de remote onboarding. Alors, qu'est-ce que c'est que finalement le remote onboarding? C'est très simple. C'est finalement gérer l'intégration d'un collaborateur, mais à distance. Effectivement, du fait du confinement, tout le monde était reclus chez soi et donc il était devenu difficile d'intégrer les recrues, que ce soit par exemple les stagiaires, les alternants dans les entreprises. Et donc, il a fallu utiliser des outils. Donc, ça implique justement de l'organisation, de la digitalisation, puisque les outils digitaux permettent de pouvoir profiter d'outils à distance et une certaine coordination en interne. Voilà, je vous propose qu'on passe à la slide suivante. Donc là, on va aborder du coup le sujet du diagnostic et des enjeux qu'on voit assez importants. Donc, je vais vous donner quelques chiffres. Premièrement, donc sur le constat de quelle est l'importance de l'onboarding. Premier chiffre, c'est un chiffre qui nous parvient de Parlons RH, qui est un magazine spécialisé dans le domaine des RH, qui présente que l'onboarding a été désigné comme l'étape numéro 1 des sujets à travailler en entreprise pour améliorer l'expérience collaborateur en entreprise, selon un baromètre qui a été effectué auprès de tout un tas d'acteurs RH. Donc, c'est vraiment un sujet du moment et il y a de plus en plus d'entreprises qui se chargent de ce sujet. Le deuxième chiffre, c'est un chiffre qui nous provient du cabinet de recrutement Robert Walters dans leur livre blanc, qui présente finalement que 63% des cadres considèrent que le processus d'intégration des entreprises est souvent perçu comme décevant, voire inexistant. Donc là-dessus, c'est vrai qu'il y a parfois un manque d'engagement qui peut être perçu par les collaborateurs en entreprise. Troisième chiffre, c'est le nombre d'actions qui sont finalement importantes pour accueillir une recrue en entreprise, côté manager et RH, donc côté vraiment entreprise. C'est finalement 150 étapes importantes. Ce sont des étapes qui vont finalement être cachées derrière beaucoup d'envois de mails, par exemple, pour des sujets de suivi, donc des allers-retours entre le RH, la RH et le collaborateur, ou avec le manager, des sujets par exemple de montée en compétences ou autre. Et enfin, le dernier point, c'est le coût d'un onboarding raté qui est de 7 000 €. Donc, c'est un coût qui inclut finalement des coûts indirects comme des coûts liés au recrutement de la personne, à sa formation, à sa gestion administrative, aux différentes personnes qui ont pu gérer, que ce soit côté RH ou côté management direct. Donc finalement, les enjeux qui sont présents derrière sont des enjeux de marque employeur, de rétention des talents, de cohésion d'équipe, d'engagement également des collaborateurs, de performance et de développement des compétences. Voilà, ils sont résumés sur cette slide. On va pouvoir passer à la slide suivante. Donc l'idée ici, c'est de vous donner un horizon de quelques conseils pour avoir un onboarding finalement optimal, quelques bonnes pratiques à adopter en entreprise. Déjà, définir une feuille de route claire avec des étapes bien spécifiques. Donc, on a découpé finalement 4 étapes différentes qu'on a identifiées. Nous, c'est vrai que ça fait maintenant plusieurs années qu'on fait ce métier, le sujet de l'onboarding. Et donc, par cette expérience, voilà les différents points qu'on a pu identifier. Donc, première phase, c'est la phase de pré-boarding ou de pré-intégration. Ce sont les quelques semaines ou quelques mois avant l'arrivée d'une recrue en entreprise. Donc là, l'idée, il y a plusieurs sujets qui vont être finalement importants à gérer. C'est attiser la curiosité, par exemple, de la recrue, stimuler son intérêt, répondre à ses questionnements. Donc ça, on peut le faire de différentes façons. Par exemple, en partageant des SMS de bienvenue, en lui donnant accès à un livret d'accueil digitalisé pour pouvoir découvrir des éléments sur l'entreprise, comme des vidéos de présentation de l'entreprise ou autres. La deuxième phase importante, ça va être le jour J. Donc là, c'est le jour où la personne va arriver dans l'entreprise. Les objectifs ils vont être très simples. Premier objectif, ça va être de briser la glace et de créer un premier lien avec la recrue, de personnaliser son accueil. Et finalement, de la mettre également en confiance, puisque c'est un univers qui est nouveau pour elle. Elle découvre un nouvel environnement. Donc, ça peut se traduire par différentes solutions, comme des événements informels, comme des petits déjeuners d'accueil ou des déjeuners d'équipe, la distribution de matériel. Enfin, voilà, pas mal de choses
possible. Troisième phase, c'est la première semaine, donc c'est après le jour J, les jours qui suivent. Là, l'idée, ça va être de permettre une montée en compétences progressive de la recrue, commencer à fixer des premiers objectifs pour finalement adresser des sujets de performance. Commencer à monter en compétence la recrue. Donc là, ça peut se traduire par exemple par des jeux de rôle, des jeux sérieux, comme des quiz par exemple, ou des premiers éléments d'e-learning pour en apprendre un peu plus à la fois sur le poste, sur l'équipe et sur l'entreprise. Et enfin, dernière phase, une phase qui n'est pas à négliger, c'est les premiers mois et au-delà, qui peuvent aller jusqu'à 1 an, voire plusieurs années, selon les typologies de postes et les entreprises. Donc là, l'idée, ça va vraiment être de suivre et d'ajuster le parcours pour aider la recrue à se révéler dans l'entreprise et sur son poste. Ça va être d'entretenir les liens qui ont déjà été commencés à être créés, entretenir ces liens de confiance et célébrer les étapes de l'intégration. Donc, par exemple, la validation de la période d'essai, qui peut être une étape à célébrer. Ça peut être également le fait de récolter du feedback via des questionnaires, typiquement des rapports d'étonnement ou des choses de ce type. L'idée, c'est de récolter un petit peu des informations pour être dans une démarche d'amélioration continue des processus et des parcours d'intégration en entreprise. Donc voilà pour cette partie. Quatrième point ici, j'ai voulu vous présenter quelques cas concrets finalement d'organisation et d'entreprises avec lesquelles on travaille notamment. Donc le premier cas, ça va être le cas d'EDF que j'aimerais vous parler, vous présenter. Donc EDF, ils ont la possibilité aujourd'hui d'intégrer leurs alternants et de gérer ce qu'on appelle la relation tripartite, donc à la fois les écoles, les entreprises et les alternants, pour générer ce qu'on appelle les CERFA, donc qui sont tout simplement les contrats de travail des alternants, de manière automatique. Donc là, ils vont pouvoir, par le biais de la digitalisation, gagner un temps considérable sur ces sujets. Deuxième sujet, c'est le sujet de la CAR, qui tout simplement, pour chaque nouvel arrivant, ils vont lui proposer un badge d'une couleur spécifique par arrivant, pour vraiment créer un sentiment personnalisé. Un autre cas, c'est le cas de Saint-Gobain, où là, le manager va accueillir la recrue. Également, la recrue va recevoir de manière automatique un SMS 3 jours avant son arrivée pour lui donner des informations sur l'endroit, l'emplacement exactement de l'entreprise, un plan d'accès, enfin, quelques informations d'ordre opérationnel pour arriver le premier jour et la rassurer. Également avec Banque Casino, donc là plutôt dans le domaine de la banque donc qui est une néobanque récente. Donc là, il y a un système de parrainage qui a été mis en place. L'idée, c'est de permettre aux recrues d'être accueillis de manière plutôt informelle, à la différence d'un manager qui va plutôt être le responsable hiérarchique. Là, c'est vraiment un collègue direct, par exemple, de la recrue. Un autre cas encore, c'est le cas de Mazar, où ils ont la possibilité de réaliser des escape games d'intégration lors de leur séminaire d'intégration, où chacune des recrues se retrouve directement au siège de l'entreprise et va avoir comme jeu de devoir faire sortir de l'ascenseur le DRH de l'entreprise. Et une fois qu'ils ont réussi cet escape game, le DRH arrive dans la salle et fait sa présentation. Donc voilà, quelques sujets. Et enfin, le dernier, c'est le sujet de la CNAV, donc l'assurance retraite, où les différents acteurs de la CNAV vont pouvoir avoir accès à des rallyes interactifs, des formations en présentiel ou des formations en e-learning. On parle de blended learning aujourd'hui, c'est un terme qui sort de plus en plus, pour permettre d'avoir des montées en compétences progressives pour chacune des recrues. Donc voilà pour ces sujets. Et pour la dernière slide, donc la 5e slide, sont finalement les résultats. Qu'est-ce que ça apporte concrètement de digitaliser son intégration via une solution d'intégration? Ça apporte premièrement une amélioration de la productivité via finalement l'automatisation de processus, notamment administratifs. Ça apporte également un gain de satisfaction des différents collaborateurs et des recrues, qui est un sujet vraiment, comme on l'a vu au départ, très stratégique d'engagement de ces collaborateurs. Et le dernier point, donc ça améliore effectivement la rétention des collaborateurs, puisque la satisfaction est là, et donc les employés restent plus longtemps dans les entreprises. Un chiffre important à avoir en tête,
c'est le nombre de départs qui se font la première année. C'est 45% des démissions qui se font la première année en entreprise du fait d'un sentiment de manque d'accompagnement lors de l'intégration. Donc, il y a de vrais sujets importants et nous, on a à cœur chez Workello de les aborder et on est vraiment passionné par ces sujets. Donc voilà ce que j'avais à vous présenter. Donc quelque chose d'assez rapide. L'idée c'est d'avoir un peu plus de temps pour les questions. Donc on peut passer à la slide suivante et dernière slide pour aborder les questions. Peut-être une première question sur les processus d'onboarding que vous voyez. Est-ce que vous notez des points communs, des similarités assez fortes entre les acteurs des secteurs publics et des secteurs privés que vous accompagnez? Oui, tout à fait. Effectivement, il y a des sujets très similaires. Déjà, de plus en plus de souhaits d'orienter vers des aspects ludiques et des aspects gamifiés du parcours d'intégration, donc des escape games, par exemple, réalisés, l'utilisation de quiz, notamment en phase de pré-intégration, pour permettre aux recrues de se challenger sur leurs connaissances, sont par exemple des sujets redondants. On va retrouver également comme sujet similaire tout ce qui est gestion des formations, mise en place des premiers e-learning sur les premières semaines. On va retrouver également souvent pendant la phase de pré-intégration des partages d'informations sur l'entreprise donc ou sur l'acteur public, que ce soit des présentations des dirigeants, que ce soit des présentations sur vraiment les missions des entreprises. Enfin, voilà. L'idée, c'est de préparer au mieux les recrues et créer un réel sentiment d'appartenance derrière. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être? Merci beaucoup déjà Adrien pour l'intervention. Pour l'instant, je ne Avec vois plaisir. pas. Ah si, on a une question qui vient d'apparaître. Est-ce qu'un onboarding réussi est un onboarding qui se termine? J'entends comment le candidat sait-il qu'il a réussi son intégration, par quelle reconnaissance concrète de l'employeur ou de sa hiérarchie? Oui, alors c'est très pertinent comme question. Là-dessus, on a pas mal de cas différents avec nos clients. On a des clients qui ont des parcours d'intégration qui vont durer seulement 3 mois, d'autres qui vont durer 6 mois, voire 1 an. Derrière, différentes possibilités pour matérialiser la fin d'un parcours d'intégration. Nous, à travers notre plateforme innovante et engageante d'intégration, on va avoir un système de défis et un système de score d'intégration. Donc, c'est un pourcentage de progression des recrues dans leur parcours. Et lorsque le parcours est terminé, en fait, le pourcentage de progression arrive à 100%. Le score d'intégration arrive à 100%. C'est un des éléments de gamification qui fait le succès de Workello et qui est au cœur de notre plateforme. Parfait. Une autre question qui est d'actualité, qui concerne les process pour l'accueil à distance. Est-ce qu'il y a des spécificités ou des évolutions que vous avez pu percevoir? Oui, alors là-dessus, on a pas mal d'événements qui se font également à distance dans différents types d'entreprises. Donc, par exemple, dans les entreprises avec beaucoup de jeunes générations, on va avoir des lives Instagram qui vont se faire en phase de pré-intégration. L'idée, c'est que les recrues puissent découvrir des informations sur les entreprises, un partage de la marque employeur de l'entreprise. Ça, c'est par exemple un premier point qu'on a retrouvé. Après, sur des sujets vraiment très spécifiques liés à la phase de confinement. On a par exemple le cas des pompiers, donc le SDIS, qui nous ont rejoints au démarrage du confinement et qui ont utilisé notre plateforme pour finalement un partage de toutes les bonnes pratiques sanitaires liées au Covid-19. Donc auprès de 1000 pompiers volontaires et ça leur a permis du coup d'intégrer ces 1000 pompiers volontaires et de leur permettre d'apprendre les gestes barrières importants. Donc c'était au démarrage à l'époque, c'était en mars, hein, donc il y a quelques mois. Voilà quelques exemples par exemple. Parfait. Sonia, vous vouliez compléter sur ce point? Sur l'accueil à distance? Oui.
Alors sur l'accueil à distance, pas forcément, mais je voulais réagir plutôt sur la première question. Je vois quand même des points communs et des tendances convergentes. En particulier, voilà, j'étais très attentive au terme démarche d'amélioration continue. Hein, c'est vraiment aussi des préoccupations qui sont très présentes dans la sphère publique. On le voit bien, hein, les attentes des collaborateurs évoluent. Alors les générations Y et Z, bien sûr, mais aussi les attentes en termes d'onboarding des collaborateurs plus expérimentés qui ont par exemple déjà eu une première carrière ailleurs et qui aimeraient aussi pouvoir valoriser leurs talents, valoriser leurs compétences. Donc on voit bien une curiosité sur tout ce qui est soft skills, hein, par exemple, détection de ces soft skills et possibilité de proposer des parcours d'intégration aux collaborateurs qui rejoignent le secteur public. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est revenu de manière assez récurrente. Et tout ce qui va contribuer, vous le disiez, Adrien, à créer un sentiment d'appartenance, créer une culture commune, appréhender les codes, appréhender les points de repère dans un nouvel environnement. On voit bien que les attentes des nouveaux collaborateurs sont très importantes à ce niveau-là. Donc voilà, je pense qu'on est vraiment sur une dynamique qu'on retrouve, alors sur bien sûr des déclinaisons qui sont pas tout à fait identiques, mais on voit bien que les préoccupations et le besoin d'attention est bien présent. Et surtout, je crois, le sentiment d'être attendu, hein, que l'arrivée du nouveau collaborateur soit un moment à soigner particulièrement. Ça, je pense qu'il y a effectivement des marges de manœuvre encore et des points d'amélioration qu'il faut faire évoluer. Merci beaucoup. On a une question spécifique sur les SDIS et parce que vous en avez évoqué un, Adrien Poinaz. Est-ce que vous pourriez nous dire duquel il s'agit? Oui, alors on a plusieurs SDIS qui nous ont rejoints et on est en train d'élargir le périmètre. Alors je n'étais pas exactement sur le sujet, c'est pas moi qui ai géré cette partie. Je sais en tout cas qu'il y a le SDIS de Marseille. Il y en a plusieurs en Île-de-France. Il y a plusieurs régions finalement qui nous ont rejoints sur ce sujet. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore le temps pour en prendre une ou deux. Je vais poser une question, alors peut-être qui était plus liée à la première partie de l'atelier, qui porte. Oui. Pardon Sophie, pendant que peut-être la dernière question arrive, je voudrais insister sur la production de ressources. On a produit à la DGAFP de nombreuses ressources sur le sujet du recrutement et de l'onboarding au sens large. Donc certaines sont téléchargeables là dès sur le lien que vous avez sur l'application, le fonds documentaire, j'en parlais tout à l'heure, les fiches actions qui vont être mises à votre disposition très rapidement, le panorama, je n'y reviens pas, mais c'est vrai que voilà, on a là un effort de production de ressources pour animer la communauté RH. C'est vrai que c'est un thème sur lesquels voilà, on commence à avoir de la matière et que nous aimerions partager avec les acteurs RH de la communauté. Parfait. Et les ressources sont disponibles déjà sur un lien à droite de votre écran normalement. Concernant, alors une dernière question vraiment plus liée au public, qui portait sur la dichotomie qui peut exister qui peut se créer entre travail de terrain et travail de bureau, et avec la question de savoir comment intégrer les agents qui peuvent être parfois dispersés sur le territoire et qui ont des métiers très différents. Savoir si vous aviez des recommandations et des bonnes pratiques les concernant. Moi, je peux répondre pour ce qui concerne le ministère des Armées. On a rendu, nous, notre dispositif de parcours d'intégration des cadres civils obligatoire. Si bien que les personnels qui bénéficient de ce dispositif viennent à toutes les activités qui sont organisées pour eux dans le cadre de ce dispositif, qu'ils soient à Toulon, qu'ils soient à Metz ou à Paris ou dans la région parisienne.
ils sont tous invités à venir et les employeurs sont tenus de leur permettre d'aller en mission pour des rassemblements que nous organisons pour eux. Parfait. Merci beaucoup. Je vais Peut-être prendre... juste, effectivement, dans ce dispositif, nous n'avons pas fait de distinction sur les questions liées aux missions plutôt sur le terrain ou dans les bureaux. On a 3 ministères, l'agriculture, l'éducation nationale et la culture, qui sont des ministères avec des réseaux d'établissements publics très importants, où on a une majorité d'acteurs qui se trouvent dans le terrain. Donc la démarche interministérielle que nous avons souhaité conduire concernait bien l'ensemble des agents, tout niveau, toute catégorie et toute spécificité de fonctions confondues. Voilà, d'où l'intérêt de co-construire. Très bien. J'en profite pour aborder juste un dernier point complémentaire aux différents conseils que j'ai pu vous apporter aujourd'hui. Il est disponible en téléchargement, notre livre blanc sur justement les bonnes pratiques à adopter en termes d'onboarding, que vous pouvez télécharger sur notre site internet. Voilà, donc c'est www.workello.eu si des personnes seraient intéressées. Parfait. Merci. Bien, écoutez, merci beaucoup. Je vous Merci beaucoup. propose de... Merci beaucoup à tous les intervenants et à tous ceux qui ont... et à vous tous d'avoir participé. Je vous propose que nous concluions cet atelier actuellement. Donc, comme l'a dit Sonia, vous avez tout un ensemble de ressources qui sont à votre disposition et que nous vous invitons à consulter pour approfondir les différents sujets qui ont été abordés aujourd'hui. Et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain rendez-vous de l'EMRH qui aura lieu autour du management. La date à retenir pour l'instant est celle du 19 juin. Voilà. Écoutez, merci à tous. Merci, bonne fin de journée. Merci, bonne fin de journée à tous. Merci. Merci pour votre participation et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.